Un gala de charité étincelant. Les appareils photos crépitent, le champagne coule, puis un bruit glace la salle. Un mari millionnaire frappe sa femme enceinte si violemment qu'elle s'effondre, et le monde entier en voit la scène filmée. Ce qui suit n'est pas seulement un scandale. C'est une guerre entre le pouvoir, la vérité et ceux qui ont le courage de le dénoncer. Deux frères sortent de l'ombre pour la défendre, et le combat qui commence ébranlera un empire bâti sur le mensonge. Croyez-moi, vous ne devinerez pas comment cela se termine avant que nous commencions. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Nous serions ravis de connaître votre avis ci-dessous. Les lustres de cristal scintillaient au-dessus de la salle de bal, projetant des éclats de lumière sur une mer de robes de créateurs et de smokings. Un trio de jazz jouait près de la scène, la contrebasse résonnant doucement à travers le sol en marbre. Les rires flottaient entre les verres de champagne, et pendant un bref instant, la soirée semblait parfaite. Toutes les caméras de la salle étaient braquées sur l'hôte millionnaire, Daniel Kerr, et sur sa ravissante épouse, Evelyn. Elle était enceinte de 7 mois, vêtue d'une robe argentée qui captait la lumière comme de la lune liquide. Il souriait pour les photographes, un bras autour de sa taille, les doigts serrés juste assez pour la faire se raidir. Elle garda une voix calme. « Tu me fais mal. »« Souris » murmura-t-il, les dents serrées derrière un sourire étudié. Les invités ne voyaient que le glamour. Aucun d'eux n'entendit la dispute feutrée qui commença dès que les caméras se détournèrent. Les yeux d'Evelyn brillaient, plus de peur que de bulles de champagne qui chatouillaient son nez. « Daniel, s'il te plaît, rentrons à la maison, tu l'as promis. »« J'ai promis que tu te tiendrais bien, » répondit-il, toujours souriant pour un investisseur de passage. La musique monta, les cuivres étincelant dans l'air. Elle fit un pas en arrière, une main sur son ventre. Il la suivit, la mâchoire crispée. Un serveur portant un plateau de flûte passa près d'eux. La voix d'Evelyn tremblait. « Tout le monde regarde. »« Parfait, » dit-il. La gifle tomba sans avertissement. Un bruit sec, tranchant, qui coupa la fanfare du groupe. Toutes les têtes se tournèrent. La salle se figea. Le champagne déborda d'un verre en cristal. Un verre glissa de la main d'une femme et se brisa sur le sol, le son résonnant plus fort que l'orchestre. Evelyn chancela, son talon glissant sur le marbre. Elle heurta le bord d'une table, les couverts d'argent s'entrechoquant, puis s'effondra à genoux. Un murmure parcourut la foule. Un homme souffla. Il vient de la frapper. Un autre chuchota de se taire. La respiration de Daniel était courte et rapide. Il ajusta ses boutons de manchette comme s'il chassait un moustique. « Elle a perdu l'équilibre, » dit-il d'une voix glaciale. Tout le monde l'a vu, mais tous avaient vu autre chose. L'empreinte de sa main marquait déjà sa joue, une tache rouge sous les lumières du bal. Quelqu'un murmura « Mon Dieu, elle est enceinte. » Wanda. Evelyn tenta de parler, ses lèvres formant des mots qui ne sortirent pas. Elle posa une main tremblante sur son ventre, l'autre au sol pour se stabiliser. Le monde tourna autour d'elle. Les lustres au-dessus ressemblaient à des étoiles fondues. Un violon grinça avant que la musique ne s'éteigne complètement. Le silence s'étendit, lourd et étouffant. Le garde du corps de Daniel avança, mais le maître d'hôtel l'arrêta. « Monsieur, attendez les secours. Écartez-vous, » siffla Daniel. Ses yeux parcoururent la salle, calculant qui avait vu quoi. De l'autre côté du hall, une invitée leva son téléphone. La petite lumière rouge de l'enregistrement clignota une fois, puis deux. D'autres suivirent d'abord discrètement, puis ouvertement. Une douzaine d'objectifs capturèrent le millionnaire s'avançant vers sa femme effondrée. « Evelyn, lève-toi » ordonna-t-il. « Ne fais pas de scène. » Sa vision se troubla. Elle sentit un goût de fer et de sel. Derrière elle, le contrebassiste posa son instrument, la note vibrant encore dans l'air. Un murmure commença près de la porte et enfla comme un vent dans les feuilles. Les gens n'osaient pas parler fort, mais chaque chuchotement transperçait l'orgueil de Daniel. « Vous allez bien ?» demanda une femme en s'agenouillant près d'Evelyn. Elle tendit la main, mais Daniel la repoussa violemment par le poignet. « Elle va bien. »« Non ?» ?»« Elle n'en a pas l'air, » répliqua la femme, mais le regard de Daniel la fit taire. Puis, un son que personne ne pouvait ignorer se fit entendre.
Un gémissement sourd d'Evelyne, suivi d'un bruit mat, alors que sa tête heurta de nouveau le bord de la table. Ses yeux se révulsèrent, ses cils tremblèrent. Quelqu'un cria. 2 serveurs accoururent, l'un la rattrapant avant qu'elle ne s'effondre tout à fait. « Appelez une ambulance !» cria le maître d'hôtel. « Tout de suite !» Là aussi, Daniel resta figé, chaque muscle tendu. Les flashs crépitèrent. Les journalistes venus pour le gala de charité avaient désormais une autre histoire. « Monsieur Kerr, lança l'un d'eux, que s'est-il passé avec votre épouse ?» Il ne répondit pas. Il fixait la main inerte d'Evelyne pendant du serveur. Une trace de sang souillait le sol brillant. Ses lèvres bougèrent sans son. L'espace d'un instant, son masque se fissura et la peur, brute et primitive, traversa son visage. Une sirène hurla au loin, se rapprochant. Quelqu'un ouvrit les grandes portes, laissant entrer un souffle d'air glacé. Les reflets des lustres dansaient sur la flaque de champagne renversée. Evelyne restait immobile, sa respiration faible. « Tenez bon !» supplia une voix près de son oreille. Daniel redressa sa veste, lissant des plis imaginaires. « Je vais la ramener chez nous, » marmonna-t-il. « Vous ne la déplacerez pas, » déclara le maître d'hôtel en se plaçant devant lui. Sa voix tremblait, mais restait ferme. « Les secours arrivent. » Pour la première fois de sa vie, Daniel Kerr n'avait plus d'applaudissements pour couvrir son silence. Tous les regards étaient tournés vers lui, chaque téléphone levé. L'événement étincelant s'était transformé en tribunal, éclairé par des lustres. Il se retourna lentement, comprenant que quelque part dans la foule, une petite lumière rouge clignotait encore. Les sirènes se rapprochaient, répercutées par les colonnes de marbre. Les doigts d'Evelyne frémirent. Une main reposait sur son ventre. Daniel murmura son nom, mais elle ne répondit pas. La foule s'écarta quand les secouristes arrivèrent avec un brancard. Les portes s'ouvrirent brutalement, l'air froid balaya le sol. Une serviette blanche tomba près du verre brisé, comme un drapeau de reddition. Le chef des secours s'agenouilla. « Elle est en état de choc. Nous devons partir maintenant. » Ils la soulevèrent avec précaution. Quelqu'un filma la scène, une lueur d'uniforme bleu sous la lumière du cristal. Daniel voulut suivre, mais un policier lui barra la route. « Monsieur, restez en arrière. » Le millionnaire regarda la foule silencieuse. Les visages étaient figés, durs, accusateurs. Les caméras tournaient encore. Il déglutit et murmura « C'était un accident ». Personne ne répondit. Seule la lumière rouge d'un téléphone clignota, constante et implacable, tandis qu'Evelyne disparaissait par les portes de la salle de bal et que les sirènes s'éloignaient dans la nuit. Les sirènes s'éloignèrent dans la nuit, laissant derrière elles un silence creux qui engloutit la grande salle de bal. Ce qui n'était qu'une fête quelques minutes plus tôt ressemblait maintenant aux traces d'une tempête. Les verres en cristal restaient à moitié pleins sur les nappes blanches, les bougies tremblaient dans leurs chandeliers et l'air portait l'odeur du champagne renversé mêlée à celle de la panique. Daniel Kerr se tenait au centre du chaos, le visage pâle sous la lumière dorée. Ses boutons de manchette captaient encore l'éclat des lustres, mais son regard était vide, sans foyer. Une trace de rouge à lèvres marquait ses phalanges, souvenir sanglant de ce qu'il venait de faire. « Monsieur, restez tranquille, s'il vous plaît », ordonna doucement un policier. Son carnet était ouvert, attendant une explication. La mâchoire de Daniel se contracta. C'était un accident. Elle a trébuché. Vous avez vu comme le sol est glissant. L'agent ne répondit pas. Il fit signe à un secouriste encore occupé à ranger son matériel près de la sortie. « Nous confirmerons cela à l'hôpital », dit-il. Derrière eux, les invités murmuraient en petits groupes serrés. Personne n'osait croiser le regard de Daniel. La femme qui avait crié plus tôt était assise sur une chaise, tremblante, le mascara coulant sur ses joues. « Elle a heurté la table !» chuchota T.L. à voix basse. « J'ai entendu le bruit !» Laidor. Le maître d'hôtel, les mains tremblantes, commença à donner des instructions au personnel pour nettoyer, mais chaque tintement de verre rendait le silence plus pesant. Un serveur s'accroupit pour ramasser une flûte brisée, puis s'immobilisa en voyant le sang sécher sur le marbre. Il hésita, puis le recouvrit d'une serviette. Dehors, les lumières rouges clignotantes des véhicules d'urgence se reflétaient sur les hautes fenêtres.
La foule de journalistes réunis pour le gala restait derrière les cordons de velours, murmurant comme une vague qui monte. Daniel se dirigea vers la porte, mais un policier lui barra encore le passage. « Monsieur, vous devez attendre que l'ambulance arrive à l'hôpital. Ensuite, nous aurons besoin de votre déposition. » Sa voix se brisa sous l'impatience. « Vous savez qui je suis ?» L'agent le regarda droit dans les yeux. « Oui, monsieur, c'est justement pour cela que nous faisons tout selon les règles. » Pour la première fois, la confiance de Daniel vacilla. Il passa une main dans ses cheveux, laissant une trace de sueur sur sa tempe. La salle de bal semblait soudain petite, étouffante. Il entendait encore l'écho de la gifle, le cri des invités, le cliquetis des couverts. Ces sons tournaient en boucle dans sa tête. Près du grand piano, une photographe assise au sol revoyait ces images. Le reflet de l'incident clignotait sur l'écran de sa caméra. Daniel aperçut la lumière rouge et s'élança vers elle. « Supprimez ça, tout de suite !» Elle sursauta. « C'est une preuve, » dit-elle calmement. « Vous avez frappé votre femme. Donnez-moi cette caméra. » « Monsieur, reculez. » La voix du policier trancha la tension. Daniel se figea à nouveau, réalisant que tous les regards s'étaient reportés sur lui. Les téléphones étaient toujours levés, enregistrant chaque seconde. « Souhaitez-vous que j'appelle votre avocat, monsieur Kerr ?» demanda son assistante, restée silencieuse jusque-là dans un coin de la salle. Daniel ne répondit pas. Sa gorge était sèche, son cœur battait dans ses tempes. Il pensa à Evelyne dans l'ambulance, pâle et immobile. L'image de son visage revenait sans cesse, ses yeux cherchant les siens, emplis de peur et d'incompréhension. Il murmura « Elle me pardonnera, elle le fait toujours, mais les mots sonnèrent creux, comme s'ils venaient d'un autre. Deux secouristes revinrent pour récupérer leur matériel. L'un d'eux, une femme aux yeux fatigués, s'arrêta avant de partir. Elle est transportée à St. Mary's. Traumatisme crânien, possible commotion. Vous devriez y aller quand on vous le permettra. » Daniel acquiesça, mais ses jambes refusèrent de bouger. Il s'effondra sur une chaise, fixant le sol. Le marbre paraissait froid et impitoyable. Dans son reflet, il se vit comme les caméras l'avaient vu. Un homme qui possédait tout, debout au milieu de sa propre honte. Derrière les portes, la foule des journalistes devenait plus bruyante. Des questions fusaient à travers l'ouverture. Est-il vrai qu'il l'a frappé? Le bébé va-t-il bien? L'alcool est-il en cause? Un agent de sécurité referma les portes, coupant le vacarme. À l'intérieur, les musiciens rangeaient leurs instruments en silence. La salle autrefois éclatante ressemblait désormais à un tribunal attendant un verdict. Le maître d'hôtel s'approcha avec prudence. « Monsieur Kerr, devons-nous annuler le reste de l'événement ?» Daniel le regarda sans vraiment entendre. « Faites ce que vous voulez. » Quand le maître d'hôtel s'éloigna, son assistante se pencha et murmura « Monsieur, la vidéo circule déjà partout. Les gens la publient. » La tête de Daniel se releva brusquement. « Quoi ?» Elle lui montra son téléphone. Le titre d'un réseau social affichait déjà « Un millionnaire frappe sa femme enceinte pendant un gala de charité ». En dessous, une image floue le montrait en plein geste, la main levée, les cheveux d'Evelyne volant en arrière, son visage figé dans la stupeur. Sa vision se rétrécit. « Faites-la retirer. Maintenant. »« C'est impossible, » répondit-elle doucement. « Elle a déjà été partagée des centaines de fois. » Il arracha le téléphone et fixa la vidéo en boucle. Le son de sa propre voix résonnait, froid et net. « Très bien. Qu'il regarde. » Les mots lui glacèrent le sang. Il lança le téléphone sur la table, haletant. « C'est un faux, » dit-il, bien que personne ne l'ait encore accusé. Quelqu'un a truqué la vidéo. Mais même lui n'y croyait pas. Un sanglot rompit le silence. L'un des serveurs pleurait doucement, murmurant une prière. Daniel tourna brusquement la tête vers lui. « Pourquoi tu pleures ?» cria-t-il, la voix résonnant sous le plafond haut. Le policier s'avança de nouveau. « Monsieur, calmez-vous, je vous en prie. » Daniel enfouit son visage dans ses mains. Pour la première fois depuis des années, il sentit les murs se refermer sur lui. Son empire, sa réputation, le respect qu'il inspirait partout, tout cela s'effondrait en une seule nuit. Il murmura pour lui-même, tout devait être parfait. Le policier prit une inspiration lente. « Monsieur Kerr, on vous contactera dès qu'elle sera stabilisée. Je vous conseille de rester disponible. »
Daniel hocha la tête, sans bouger. Les lustres au-dessus d'eux vacillèrent, puis s'assombrirent. Quelqu'un coupa la musique, et le dernier écho de la soirée s'éteignit dans le silence. Le rire d'Évéline semblait encore flotter dans l'air, un souvenir lointain de la femme qu'elle avait été au début de la soirée. Daniel leva les yeux vers son portrait suspendu près de la scène, pris à peine un mois plus tôt, rayonnant de vie. Il murmura encore son nom. Cette fois, personne ne répondit. Le lendemain matin, la lumière du soleil traversait les larges baies vitrées du Penthouse des Caires. Elle aurait dû être magnifique, se répandant sur la ligne d'horizon, mais à l'intérieur, cette lumière paraissait cruelle. Le silence était épais. Le seul bruit venait du léger bourdonnement de la machine à café que personne n'avait touché. Daniel était assis au bord du canapé, en cuir gris, portant encore le même costume que la veille. Sa cravate pendait lâche, et le col de sa chemise était taché là où la sueur avait séché. Son téléphone vibrait sans cesse sur la table, s'illuminant de messages qu'il refusait de lire. Le titre des plus grands médias s'affichait sur l'écran du téléviseur. Un homme d'affaires millionnaire agresse sa femme enceinte lors d'un gala de charité. Une vidéo floue tournait en boucle dans un coin de l'écran. Sa propre voix résonnait en fond. Très bien. Qu'il regarde. Il attrapa la télécommande et éteignit la télévision. Le silence revint, mais il semblait plus lourd que le bruit. Il passa ses mains sur son visage. « C'était un accident », murmura-t-il, comme si le dire à voix haute pouvait le rendre vrai. Sa publiciste, Nina, se tenait près de la fenêtre, tapant frénétiquement sur sa tablette. Elle était pâle, mais son ton restait net et maîtrisé. « Daniel, nous devons publier une déclaration avant midi. Si vous gardez le silence, ils construiront eux-mêmes votre version. »« J'ai déjà dit à la police ce qui s'est passé, » répondit-il. Elle a trébuché. « Daniel, tout le monde a vu la vidéo. Ils ont vu ce que la caméra voulait leur montrer, » répliqua-t-il sèchement. « C'est un malentendu. » Nina ferma sa tablette et le regarda droit dans les yeux. « Vous l'avez frappé, Daniel. C'est ce que le monde a vu. Vous ne pouvez pas appeler cela un malentendu. » Sa mâchoire se serra. « Elle m'a provoqué. » Elle criait devant des investisseurs. « Tu sais ce que cela fait à l'image de l'entreprise. » L'expression de Nina passa du professionnalisme à l'incrédulité. « Vous êtes en train de justifier votre geste ?» Il se leva du canapé, marchant à grands pas sur le sol brillant. « J'explique le contexte. Il y a toujours un contexte. Elle m'a poussé la première. Elle m'a attrapé le bras. J'ai réagi. Elle est dans le coma, » dit Nina d'une voix basse. Il s'arrêta net. Le mot tomba comme une porte qui se referme. Ce n'est pas confirmé. C'est ce que l'hôpital a dit quand la presse a appelé. Ils font des examens. Daniel regarda par la fenêtre. Son reflet se devinait à peine dans la vitre. La ville en dessous lui semblait lointaine, irréelle. « Elle va se réveiller, » murmura-t-il. « Elle doit se réveiller. » Derrière lui, la porte s'ouvrit. Son avocat, Martin Hale, entra avec une pile de dossiers. Ses yeux étaient rougis par le manque de sommeil. « Nous avons un problème », annonça-t-il. « Un seul ?» tenta de plaisanter Daniel, mais sa voix se brisa à mi-chemin. La police examine plusieurs angles de la vidéo. Certains invités ont transmis leurs enregistrements directement. Vous ne pouvez pas étouffer l'affaire. Pas légalement. Daniel se massa les tempes. Alors faisant une question de stress, dit que j'étais sous pression, que les pertes de l'entreprise m'ont poussé à bout. Les gens comprendront. Martin soupira. Cette défense pourrait fonctionner dans les tabloïds, pas devant un tribunal. Il y a aussi des preuves d'incidents antérieurs, des messages, des témoins. Vous devez vous taire. Quels incidents ? Demanda Daniel brusquement. Martin hésita. Une ancienne gouvernante a déclaré aux journalistes qu'elle avait déjà vu des bleus. Elle parle aux enquêteurs. Daniel frappa la table du poing, faisant trembler les verres. Elle ment. Elle veut de l'attention. La voix de Nina resta posée. Tout le monde vous regarde, Daniel. Plus vous niez, plus vous paraissez coupable. Il la désigna du doigt. Tu travailles pour moi. Arrange ça. Elle ne broncha pas. On ne peut pas arranger ça avec un communiqué. L'avocat feuilleta ses notes. La police pourrait déposer des charges ce soir. Ils ont déjà émis une ordonnance de protection pour l'hôpital. Vous ne pouvez pas vous en approcher. Daniel le fixa, abasourdi.
C'est ma femme. Yeah. C'est aussi une victime protégée désormais. Un long silence tomba. Dehors, un hélicoptère passa devant la tour, projetant son ombre sur le sol comme une cicatrice mouvante. Finalement, Daniel dit « Alors je contrôlerai ce que je peux. Bloquez les comptes à son nom. Faites en sorte que les avocats gèrent la garde si… » Il s'interrompit avant de finir sa phrase. « Si les choses s'aggravent. » Martin referma lentement le dossier. Il ne s'agit plus de contrôle, il s'agit de survie. One. Daniel les regarda tous les deux, la colère bouillonnant sous la surface. Vous ne comprenez pas. Sans moi, elle n'aurait rien de tout ça. Ce gars-là, ce Pantouze, tout ce qu'elle touche vient de moi. Et maintenant, elle détruit tout. Les yeux de Nina s'adoucirent un instant. Daniel, elle se bat pour sa vie. Il détourna le regard, faisant semblant de ne pas entendre. Il se servit un verre de whisky, bien qu'il ne soit pas encore 9 heures. Le liquide ambré captait la lumière du soleil comme une flamme. Il but une longue gorgée, fixant le mur couvert de photos encadrées, des sourires figés d'un autre temps. « J'ai bâti un empire », murmura-t-il. « Je peux reconstruire mon nom. » Martin rassembla ses papiers. Pas si la vérité continue de sortir. La sonnette retentit. Le bruit fit sursauter tout le monde. Nina regarda l'écran du visiophone. « C'est la police. Ils veulent recueillir votre déposition officielle. » Joël. Daniel expira bruyamment. « Ils l'ont déjà. Cette fois, dit Martin, ils veulent l'avoir enregistrée. » 2 agents entrèrent, polis mais fermes. L'un tenait un petit enregistreur. « Monsieur Kerr, nous devons confirmer quelques détails concernant l'incident d'hier soir. » Daniel redressa sa cravate. « Ce n'était pas un incident. C'était un malentendu entre époux. » L'agent appuya sur le bouton. « Allez-y, monsieur. » Il parla lentement, chaque mot pesé. « Ma femme s'est énervée pendant l'événement. Elle a glissé en voulant s'éloigner. J'ai voulu la retenir, et elle est tombée. » L'agent hocha la tête sans interrompre l'enregistrement. « Vous dites donc qu'il n'y a eu aucune altercation physique ? » « Aucune. Les gens exagèrent toujours quand ils voient une femme tomber. Même quand plusieurs vidéos montrent clairement votre main entrer en contact la première. » Daniel eut un bref blocage dans sa respiration. Les vidéos peuvent être modifiées. L'agent échangea un regard avec son collègue. « Nous vérifierons cela. Merci pour votre temps, monsieur Kerr. » Ils partirent aussi calmement qu'ils étaient venus. Le bruit de la porte se refermant sembla résonner à l'infini. Nina rangea sa tablette et murmura « Il ne vous croit pas. » Daniel se rassit, le regard vide. « Alors je les ferai me croire. L'un ?» Il tourna les yeux vers la ville, mais cette fois, la lumière du soleil ressemblait à un projecteur, non à de la chaleur. Chaque reflet sur le verre lui rappelait un objectif, les caméras encore braquées en bas. Il murmura à la pièce vide « Je ne suis pas le méchant, je ne le suis pas. » Personne ne répondit. Le couloir de l'hôpital sentait l'antiseptique et la fatigue. Des lumières blanches bourdonnaient au-dessus du sol brillant, s'étendant à perte de vue dans les 2 directions. Les infirmières marchaient vite, parlant à voix basse, leurs chaussures crissant légèrement sur le carrelage. Chaque porte se ressemblait. Chaque bip des moniteurs cardiaques rappelait à quel point la vie pouvait basculer dans le silence. Dans la chambre 407, Evelyne reposait immobile, la peau pâle sur les draps blancs. L'hématome sur sa joue s'était assombri pendant la nuit, une ombre s'étendant sous son œil. Les machines pulsaient doucement à côté de son lit, un rythme régulier mais fragile. Une infirmière ajusta le moniteur et prit quelques notes avant de quitter la pièce, laissant presque le silence complet derrière elle. La porte s'ouvrit à nouveau, mais cette fois ce n'était pas le personnel de l'hôpital. 2 hommes entrèrent, leur présence brisant le calme stérile comme un souffle de vent soudain. Ils étaient grands, aux épaules larges, vêtus de vestes sombres. L'aîné portait une cicatrice près de la tempe, souvenir d'une vie passée dans des endroits où le danger était habituel. Le plus jeune dégageait une force tranquille, celle qui n'a pas besoin de se montrer. Ils s'arrêtèrent au pied du lit. Aucun ne parla pendant un long moment. Les machines occupaient l'espace où les mots manquaient. Enfin, le plus jeune murmura « Elle respire seule ?» L'infirmière hocha la tête depuis la porte. « Pour l'instant, oui, elle est stable, mais le médecin dit qu'elle est dans un coma artificiel.
Ils surveillent un possible dème. Le frère aîné regarda le visage d'Evelyne. Ses mains se serrèrent en poing. Qui lui a fait ça? L'infirmière hésita, reconnaissant la colère qui bouillonnait sous son calme apparent. On dit que c'est son mari. La mâchoire du frère aîné se crispa. Daniel Kerr. L'infirmière acquiesça doucement. La police est déjà sur l'affaire. Je vous en prie, ne faites pas de bêtises. Les bêtises sont déjà arrivées, répondit-il. Elle s'éclipsa rapidement, laissant la pièce vide. Le silence revint. Le frère aîné s'assit près du lit. Il prit la main d'Evelyne, la même main qui tirait autrefois sur sa manche quand ils étaient enfants. « Tu as toujours cru que les gens pouvaient changer, dit-il doucement. Tu t'es trompé sur lui. » Tusen, le plus jeune, se tenait près de la fenêtre, regardant la ville à travers la vitre. Des flashs crépitaient dans la cour de l'hôpital. Des journalistes s'étaient rassemblés comme des vautours. « Il est dehors, en ce moment même, à donner des interviews, dit-il. Il parle de stress, d'accidents, de malentendus. » Le frère aîné releva brusquement la tête. Il ment. Bien sûr qu'il ment. Son avocat a publié une déclaration disant que c'est une affaire privée. Et maintenant, sur Internet, certains disent que c'était de la légitime défense. Il se retourna, le regard dur. Ils la font passer pour la fautive. Le frère aîné se leva d'un bond, les muscles tendus. Alors on leur montrera la vérité. Il sortit son téléphone et ouvrit une conversation. Le maître d'hôtel du gala m'a envoyé une vidéo. Un angle clair. On voit tout. La gifle, la chute, et lui qui dit qu'elle a glissé. Le plus jeune traversa la pièce. « Tu ne penses pas à la publier toi-même ?»« Je pense à la justice, » répondit l'aîné. « Et si le système prend trop de temps, je m'en chargerai à ma manière. » Le cadet lui attrapa le bras. « Pas ici, pas pendant qu'elle se bat pour vivre. » L'aîné le fixa longuement, respirant fort. Puis, il expira lentement et hocha la tête. Un léger coup retentit à la porte. Un détective entra, un carnet à la main. « Vous êtes ses frères, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit l'aîné. « Qu'en est-il de Daniel Kerr ?»« Il a été interrogé à nouveau ce matin, » dit le détective calmement. « Ses avocats travaillent déjà sur les conditions de mise en liberté sous caution. La vidéo que vous avez pourrait aider l'enquête si vous acceptez de la partager. » Le frère aîné lui tendit le téléphone. « Assurez-vous qu'elle ne disparaisse pas. » Le détective prit l'appareil et hocha la tête. « Nous l'enverrons immédiatement au service des preuves. » Il regarda Evelyne. « Elle a de la chance de vous avoir. D'autres victimes n'ont pas cette chance. » Quand il partit, le plus jeune s'assit à côté du lit. « Tu crois qu'elle a entendu tout ça ?»« Elle entend toujours plus qu'on ne le pense, » répondit l'aîné. « Quand on se disputait enfant, elle écoutait derrière la porte. Tu te souviens? Elle arrivait avec un verre d'eau et nous disait de nous calmer. » Il esquissa un sourire pour la première fois. Oui, et ensuite, elle piquait la couverture. Le silence entre eux s'adoucit un instant, puis le téléphone de l'aîné vibra. Un message d'un contact militaire s'afficha. « J'ai vu la vidéo. Il ne se cachera pas éternellement derrière son argent. » Le frère aîné regarda l'écran, puis Evelyne. « Tu n'es plus seul, » murmura-t-il. À l'autre bout de la ville, Daniel Kerr était assis dans son bureau, donnant une interview à une chaîne bienveillante. Son costume était impeccable, sa voix maîtrisée. « J'aime ma femme. Cette situation est difficile pour nous deux. Les gens devraient attendre les faits avant de juger. » Le journaliste acquiesça poliment, la lumière rouge de la caméra brillant comme un œil fixe. « Monsieur Kerr, avez-vous un message pour la famille de votre épouse ?» Il sourit, un sourire froid et calculé. « Ils sont émotifs. Je comprends. » Au même instant, la vidéo du frère aîné fut mise en ligne. Quelqu'un à la police l'avait divulguée. Le bruit de la gifle, net et indiscutable, résonna dans chaque téléphone du pays. La vidéo se répandit plus vite que les avocats de Daniel ne pouvaient réagir. À l'hôpital, le plus jeune regarda son téléphone et soupira. « C'est publié. Tout le monde voit ce qu'il a fait. » Le frère aîné hocha la tête. « Parfait. » Il se pencha vers Evelyne, repoussant une mèche de cheveux de son front. « Repose-toi, ma sœur. On s'occupe du reste. » Lemon. Dehors, les gyrophares peignaient les murs de l'hôpital en rouge et bleu. La ville commençait à se retourner contre Daniel Kerr, titre après titre. Les deux frères restèrent debout, côte à côte, silencieux mais résolus.
Le combat venait de commencer, et cette fois, il ne serait plus le seul à avoir le pouvoir. Daniel Kerr fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain de son bureau. La ville brillait derrière lui, à travers les vitres du sol au plafond. Des flashs de caméra jaillissaient depuis la rue, faibles mais constants, comme des étincelles qui refusaient de s'éteindre. Son visage paraissait plus vieux qu'il y a 2 jours. La mâchoire nette et la coiffure impeccable ne pouvaient cacher l'épuisement creusé dans ses yeux. Il s'aspergea le visage d'eau froide et murmura à son reflet « C'est toi qui contrôles l'histoire, pas eux ». Sa voix tremblait légèrement. Il agrippa le comptoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Dehors, son assistante l'attendait près de la porte. « Monsieur, vos beaux-frères sont ici. » Il se figea. « Ils sont venus ici ? Ils sont dans le hall. La sécurité les retient. » Daniel redressa sa cravate et sortit, ses pas résonnant sur le sol en marbre. « Je vais m'en occuper, dit-il. » Il entra dans l'ascenseur, son reflet se multipliant sur les parois miroirs, tandis que les chiffres descendaient un à un. Le hall était une paroi de verre et de bruit. Des journalistes se massaient derrière la ligne de sécurité, criant des questions. Les flashs éclataient comme des éclairs. Au centre se tenaient les 2 frères, calmes mais inébranlables. Le plus âgé avait le regard dur, les bras croisés. Le plus jeune restait un peu en retrait, le visage impassible. Daniel s'approcha, encadré par 2 gardes. « Vous n'avez pas le droit d'être ici, » dit-il d'un ton bas, maîtrisé, presque détaché. Le frère aîné ne bougea pas. « On n'est pas là pour les droits, on est là pour la vérité. »« C'est une propriété privée, » répondit Daniel. « Vous êtes en infraction. » Le plus jeune avança d'un pas. « Tu l'as rendu public au moment où tu l'as frappé devant tout le monde. » L'air vibra entre eux. Les caméras zoomèrent à travers les vitres. Les journalistes se pressèrent contre les barrières. Daniel força un sourire. « Vous voulez me menacer devant des témoins ? Allez-y, ça fera un beau sujet pour le journal de ce soir. » La voix du frère aîné baissa d'un ton, calme et tranchante. « Tu parais déjà pire que tout ce que je pourrais dire. » Les agents de sécurité s'interposèrent, mains levées. « Messieurs, s'il vous plaît. » Lend, le frère aîné ne quitta pas Daniel des yeux. « Elle est toujours dans le coma, pense à ça avant d'ouvrir encore la bouche. » Le sourire de Daniel vacilla un instant. Il se détourna brusquement. « Faites-les sortir d'ici. » Les gardes hésitèrent. Personne ne voulait toucher aux frères. Leur réputation les précédait. Ce n'étaient pas des hommes qui bluffaient. Le frère aîné finit par reculer. « Tu peux te cacher derrière tes vitres et tes avocats, mais tu ne pourras pas te cacher de ce qui arrive. » Il jeta un regard vers les journalistes. « Tu le verras bientôt. » Ils partirent sans un mot de plus. La foule dehors explosa de questions, des micros tendus vers les portes. Daniel tourna le dos, feignant de ne rien entendre. Dans l'après-midi, la vidéo de la confrontation envahit Internet. Tous les médias la passaient au ralenti. Le millionnaire face au frère de la femme qui l'avait plongé dans le coma. Les réseaux sociaux l'appelèrent le face-à-face du siècle. Les commentaires affluaient par milliers. Regardez son visage, il n'a aucun remords. Ses frères sont des héros. L'argent ne pourra plus le sauver. Daniel était assis à son bureau, défilant les articles sans fin. Sa publiciste appela pour la 5e fois. Il ignora l'appel. Son avocat envoya un message. « Nous devons parler de la gestion des dégâts. » Il ignora celui-là aussi. Il fixa le titre qui s'étalait sur toutes les plateformes. L'Empire Kerr se fissure sous la pression. Dehors, les nuages s'amoncelaient, épais et lourds. Les lumières de la ville brillaient à travers la brume comme des fantômes. Il posa ses paumes contre la vitre et murmura « Il pense pouvoir me détruire. » Derrière lui, la porte s'ouvrit doucement. Son assistante entra à nouveau. « Monsieur, le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Il s'inquiète de l'image de l'entreprise. » Il se retourna lentement. « Il n'aurait pas d'entreprise sans moi. »« Je sais, monsieur, » répondit-elle d'une voix douce, « mais les actionnaires perdent patience. Les frères ont fait une déclaration à la presse ce matin. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit qu'ils poursuivraient toutes les voies légales et morales pour qu'Evelyne obtienne justice. Ils ont ajouté qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter le silence cette fois. Il s'effondra dans son fauteuil, le poids du monde sur les épaules. Ce sont des soldats. Ils connaissent la loyauté.
Pourquoi font-ils ça à leur propre famille? Son assistante hésita. Parce qu'il pense que vous avez cessé d'en faire partie quand vous lui avez fait du mal. Il ne répondit pas. Il attrapa un stylo et le fit claquer contre la table, le son devenant de plus en plus fort. Le bruit résonna dans le bureau jusqu'à devenir insupportable. Il lança le stylo à travers la pièce. Il heurta la vitre et tomba sans éclat sur le sol. Au même instant, l'écran de télévision murale s'alluma sur une édition spéciale. Une journaliste se tenait devant l'hôpital, sa voix nette. Evelyn Kerr reste dans un état critique. Ses frères ont déposé une requête officielle pour geler les biens partagés et demander une protection immédiate au titre des lois contre les violences domestiques. Colin. Daniel fixa l'écran. Sa poitrine se soulevait de plus en plus vite à chaque mot. « Ils ne toucheront pas à mon argent », marmonna-t-il. « C'est à moi », la journaliste poursuivit. Pendant ce temps, des manifestations publiques ont débuté devant le siège de Kerr Industries, réclamant sa démission. Il détourna le regard, agrippant le bord de son bureau. Son empire s'effritait, un titre à la fois. Ce soir-là, il resta seul dans son penthouse, regardant les lumières de la ville qui, jadis, lui donnaient un sentiment de puissance. Le téléphone sonnait sans arrêt, il ne répondit pas. En bas, les chants des manifestants montaient faiblement à travers le verre. Justice pour Evelyn. Plus de silence. Il se versa un autre verre et murmura dans la pièce vide. « Vous vouliez un spectacle. Très bien, vous allez en avoir un. Vous. » Loin de là, à l'hôpital, les deux frères se tenaient auprès du lit de leur sœur. Le plus jeune regarda l'horloge. « Il perd pied, dit-il. Plus il parle, plus il s'enfonce. » L'aîné hocha la tête. « Parfait, le monde doit voir qui il est vraiment. » Ils baissèrent les yeux vers Evelyn. Sa main bougea légèrement, un frémissement de vie. Le moniteur accéléra un instant. Les deux frères restèrent figés, stupéfaits. « Elle se bat », murmura le plus jeune. La voix du frère aîné s'adoucit. « Alors nous aussi. » Dehors, la pluie commença à tomber, lavant les rues. Au loin, la ville brillait de nouveau, attendant que la tempête termine ce qu'elle avait commencé. Le lendemain matin commença dans le chaos. Les journalistes bordaient les deux côtés des marches du tribunal, leurs caméras déjà braquées sur les grandes portes de marbre. La pluie de la nuit précédente avait rendu les marches glissantes, mais la foule ne reculait pas. Des pancartes s'élevaient sous la bruine, certaines réclamant justice, d'autres réclamant la prison. Le chant était régulier et glacial. Plus de silence, plus d'excuses. À l'intérieur, Daniel Kerr ajusta ses boutons de manchette et força un sourire dans le reflet du panneau d'ascenseur en laiton. Son avocat se tenait à côté de lui, la voix basse mais pressante. « Vous devriez me laisser parler aujourd'hui. Tout ce que vous dites peut être détourné. L'objectif, c'est de rester maître de vous. » Daniel hocha la tête sans le regarder. Ses mains tremblaient légèrement. « Je suis maître de moi. » Pan. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un couloir plein de lumière et de bruit. Les journalistes se précipitèrent dès qu'ils le virent. Les micros s'élevèrent comme une forêt de tiges métalliques. « Monsieur Kerr, admettez-vous avoir frappé votre femme? Est-il vrai qu'elle a repris connaissance? Que répondez-vous aux manifestations devant votre immeuble ?» Il avança sans répondre. L'avocat tenta de repousser les questions du mieux qu'il put. Les clics des appareils photo formaient un rythme semblable à des coups de feu. Chaque flash capturait son visage, chaque battement de paupières, chaque tressaillement. À l'entrée de la salle d'audience, deux policiers l'attendaient. Leur attitude était polie mais ferme. Daniel tenta de redresser la posture en passant devant eux, feignant qu'ils étaient là pour le protéger. La vérité était plus amère. Ils étaient là pour l'empêcher de fuir. La salle sentait le papier et le désinfectant. Une douzaine de journalistes prenaient place dans la galerie, carnets ouverts. Le frère aîné était assis au premier rang, les bras croisés. Le plus jeune, à ses côtés, fixait Daniel d'un regard chargé de colère silencieuse. Leur présence valait plus que toutes les questions. L'avocat murmura encore. « Rappelez-vous, vous êtes ici volontairement. Gardez un ton égal. » La juge entra. Tout le monde se leva. Le bruit des chaises raclant le sol emplit la pièce, puis le silence tomba. Elle ajusta ses lunettes et parla d'une voix claire. « Monsieur Kerr,
Vous êtes ici pour répondre aux accusations de violence conjugale envers votre épouse, Evelyn Kerr. De nouvelles preuves ont également été déposées par la police. La gorge de Daniel se serra. « Votre honneur, gardez votre déclaration », dit-elle en levant un dossier. « Nous allons commencer par la vidéo. » Les lumières s'atténuèrent légèrement. L'écran du tribunal s'alluma. L'estomac de Daniel se contracta. Les images défilèrent d'abord sans le son. Sa main se levant, la gifle, Evelyn tombant en arrière. La salle eut un souffle collectif, puis le son suivit, sa propre voix remplit la pièce. Très bien. Kilsrechardent. Chaque mot retombait comme un coup. Daniel entendait son cœur battre dans ses oreilles. Son avocat murmura « Ne réagissez pas, mais c'était trop tard. » Son visage l'avait déjà trahi. La juge regarda l'écran sans émotion. Quand la vidéo prit fin, elle posa le dossier. Ces preuves se suffisent à elles-mêmes. Le tribunal poursuivra en conséquence. Depuis le premier rang, la voix du frère aîné traversa le silence. « Elle est toujours à l'hôpital à cause de vous. » La juge frappa de son marteau. « Monsieur, silence !» Mais le mal était fait. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation. Daniel se tourna et croisa le regard du frère. Pour la première fois, il n'y vit plus de colère, seulement de la déception. C'était pire. Quand l'audience prit fin, le couloir explosa de nouveau. Les caméras attendaient derrière les portes. Son avocat tenta de le protéger, mais la foule se resserra. Une journaliste cria plus fort que les autres. « Monsieur Kerr, des millions de personnes ont vu la vidéo. Qu'avez-vous à dire à votre femme ?» Daniel força un sourire qui ressemblait à une grimace. « Les gens croient ce qu'ils veulent. Ma femme connaît la vérité. » À peine avait-il parlé qu'une voix s'éleva derrière lui. « Elle sait très bien ce que tu as fait. » Il se retourna. Les frères étaient là, à la limite de la foule. Le plus âgé fit un pas en avant. « Tu peux mentir aux caméras, mais pas à elle. » La confiance de Daniel se fissura. Les caméras capturèrent l'instant. Les flashs reflétaient la sueur sur son front, le tremblement de sa mâchoire. Il se fraya un chemin à travers les journalistes pour sortir, mais dehors c'était pire. La manifestation avait triplé de taille. Des centaines de personnes remplissaient la rue, scandant son nom comme une menace. « Kerr doit payer. Justice pour Evelyn. » La police avait dressé des barrières, mais les voix passaient au-dessus comme une vague. Il trébucha jusqu'à sa voiture. La pluie reprit, froide et implacable. Quelqu'un lança un journal contre son pare-brise. Le titre hurlait « Un millionnaire pris sur le fait ». Il claqua la portière, mais le bruit des slogans traversait le verre comme le tonnerre. Son avocat monta à côté de lui. « Nous devons réagir. Un communiqué public, des excuses, quelque chose. » Daniel serra le volant. « Je ne m'excuserai pas pour des mensonges. »« Daniel, » dit l'avocat calmement, « ils ont vu. » Il fixa la route devant lui. Ils ont vu un instant, pas toute l'histoire. Dehors, les flashs éclatèrent encore alors que les photographes encerclaient la voiture. Le moteur démarra, mais le rugissement de la foule couvrit le son. Pour la première fois, Daniel sentit le poids de l'isolement. Le pouvoir l'avait toujours rendu intouchable. Désormais, il le rendait visible. Chaque regard de la ville était braqué sur lui. De l'autre côté de la ville, les frères étaient de retour à l'hôpital. L'infirmière les accueillit à la porte, le visage plus lumineux que la veille. « Elle est réveillée », dit-elle doucement. Ils se précipitèrent dans la chambre. Les yeux d'Evelyn s'ouvrirent lentement, encore flous, mais vivants. Sa voix n'était qu'un souffle. « Que s'est-il passé ?»« Tu es en sécurité », répondit le frère aîné. « Il est en train d'être démasqué. » Une larme coula sur sa joue. « Le bébé ?»« Le bébé va bien, » dit le plus jeune. « Vous êtes tous les deux hors de danger. » Elle expira, le premier vrai souffle depuis des jours. La lumière du matin caressa son visage. Un instant, le monde extérieur sembla disparaître. Dans le couloir, la télévision de la salle d'attente rediffusait l'effondrement de Daniel au tribunal. Son visage trempé de pluie et de panique remplissait l'écran. Le bandeau en dessous annonçait « L'Empire Kerr s'effondre sous le scandale ». Le frère aîné baissa le son et regarda sa sœur. « C'est fini pour lui, » dit-il doucement. « Maintenant, c'est à toi. » Evelyn ferma les yeux, sa main posée sur son cœur.
alors que ça commence. Tazen. Dehors, le tonnerre gronda à nouveau, roulant sur la ville comme les applaudissements d'une justice trop longtemps attendue. La lumière du matin glissait à travers les stores de la chambre 407, dessinant de fines rayures sur la couverture. Le monde semblait étrangement calme après des jours de chaos. Evelyne resta immobile un instant, respirant l'odeur d'antiseptique et de drap propre. Son corps lui faisait mal, mais son esprit était clair. Les souvenirs revenaient par fragments, la salle de bal, la gifle, le bruit du verre brisé, la douleur qui suivit, puis le noir. Quand elle ouvrit les yeux, ses frères étaient là, assis côte à côte dans le coin de la pièce. Le plus âgé leva la tête le premier, le soulagement inondant son visage. « Tu es réveillé, dit-il. » Sa voix se brisa légèrement, trahissant combien il avait attendu ce moment. Evelyne essaya de parler, mais sa gorge était irritée. « Depuis combien de temps je suis ici ? » « 4 jours, répondit doucement le plus jeune. Les médecins t'ont maintenu endormi pour traiter le gonflement. Mao. Sa main glissa sur son ventre. Le bébé ? Le frère aîné esquissa un léger sourire. En sécurité, son cœur bat fort. Le médecin a dit que vous vous en êtes tous les deux sortis. Les larmes montèrent aux yeux d'Evelyne. Elle posa sa paume sur son ventre et expira. Je pensais. Sa voix se brisa. Je pensais qu'on ne survivrait pas. Tu as survécu, dit le frère aîné. Maintenant, on va s'assurer qu'il paie pour ça. Raoul. La porte s'ouvrit, laissant entrer une infirmière tenant un dossier. Elle sourit en voyant Evelyne éveillée. Vous nous avez fait une belle frayeur, dit-elle doucement. Mais vous récupérez plus vite que prévu. Elle vérifia les appareils et ajusta quelques tubes. Le détective chargé de votre affaire voudrait vous parler dès que vous serez prête. Il y a aussi des documents pour une ordonnance de protection. Evelyne hocha faiblement la tête. Je lui parlerai. Cinder. L'infirmière posa un dossier sur la table et sortit. Le plus jeune frère le prit et parcourut les pages. C'est l'ordonnance de protection d'urgence, dit-il. Elle l'empêche de t'approcher, toi et le bébé. Evelyne ferma les yeux un instant. Il aurait dû rester loin bien avant tout ça. Le téléphone du frère aîné vibra. Il répondit, écouta attentivement, puis raccrocha. Son expression s'était durcie. Le juge a signé une ordonnance restrictive ce matin. Il ne peut pas approcher l'hôpital, ni te contacter d'aucune manière. Evelyne regarda par la fenêtre. La ville s'étendait au loin, lumineuse et indifférente. Il continue de nier. Il parle de stress, dit le plus jeune. Il a dit aux médias qu'il regrettait la façon dont les choses ont paru. Pas ce qu'il a fait, juste l'apparence. Sa bouche se plia en un faible sourire amer. Ça lui ressemble. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était la détective Ruiz, une femme dans la quarantaine, au regard calme et à la voix posée. « Madame Kerr, dit-elle en s'approchant, je suis désolée de devoir parler si tôt, mais il est important que vous compreniez vos options. » Evelyne se redressa un peu. « Je veux témoigner. » La détective acquiesça. « Nous prendrons votre déposition officielle demain, une fois que votre médecin donnera son accord. Nous avons aussi les enregistrements, les témoignages et les rapports médicaux. Le dossier est solide. Le procureur prépare les charges. »« Quelles charges ?» demanda le frère aîné. « Agression aggravée, » répondit la détective, « et peut être tentative d'homicide, selon les conclusions du comité médical. » Les doigts d'Evelyne se crispèrent sur la couverture. « Il va se battre. »« Oui, » dit la détective, « mais les preuves sont fortes, et la pression du public aide. Les gens demandent des comptes. » Evelyne la regarda droit dans les yeux. « Je me fiche de la foule, je veux la vérité. » La détective Ruiz hocha la tête. « Alors nous ferons en sorte qu'elle soit entendue. » Quand elle partit, la pièce sembla plus légère. Evelyne se tourna vers ses frères. « Je veux tout voir, les vidéos, les infos, je dois savoir ce qui a été dit. »« Tu es sûr ?» demanda le plus jeune. « Ce n'est pas facile à regarder. »« Il faut que je voie, » répondit-elle. « Si je dois l'affronter, je dois tout me rappeler. » Le frère aîné lui tendit une tablette. La vidéo se lança aussitôt. Le son des rires résonna d'abord, puis vint le claquement brutal qui avait tout arrêté. Evelyne tressaillit, mais ne détourna pas les yeux. Elle se vit tomber, vit les gens se retourner, vit Daniel debout,
froid et fier. Quand la vidéo se termina, elle murmura « Voilà qui il est vraiment ». Ses frères ne dirent rien. Ils n'avaient pas besoin de parler. Plus tard, dans l'après-midi, le médecin entra dans la chambre. « Vos signes vitaux sont bons », dit-il avec bienveillance. « Vous aurez besoin de repos et de rééducation, mais votre corps guérit. Je vous recommande de rester quelques jours de plus sous observation. »« Et le bébé ?» demanda-t-elle encore. Le médecin sourit. « Très bien, fort comme jamais, vous êtes tous les deux des battants. » Elle hocha la tête, sentant cette vérité s'ancrer profondément en elle. Ce soir-là, la détective Ruiz revint avec un dossier. « Encore une chose, dit-elle. Nous aurons besoin de votre signature pour officialiser l'ordonnance restrictive. Cela rend tout officiel. » Evelyne prit le stylo. Sa main trembla un instant, puis se stabilisa. Elle signa lentement, appuyant fort sur le papier. La détective sourit. « Vous venez de tracer une ligne qu'il ne pourra plus franchir. » Non. Lorsqu'elle partit, la chambre resta silencieuse, seulement rythmée par le bourdonnement des machines. Le frère aîné s'approcha de la fenêtre et regarda la ville illuminée par le coucher du soleil. « C'est le début, » dit-il. Evelyne s'appuya sur l'oreiller, épuisée mais plus forte qu'avant. Ça ne ressemble pas à un début, ça ressemble à la fin des faux-semblants. Le plus jeune sourit. C'est souvent comme ça, les débuts. Elle baissa les yeux vers ses mains, meurtries mais fermes. Pour la première fois depuis longtemps, elle en sentait la maîtrise. Elle ne survivait plus seulement. Elle se préparait. Dehors, les lumières de la ville s'allumaient une à une, comme des signaux sur l'horizon. Le monde continuait de regarder, mais cette fois, elle ne se sentait pas exposée. Elle se sentait reconnue. Elle murmura dans la pièce silencieuse « Je ne le laisserai plus rien prendre ». Les moniteurs bipèrent doucement, comme pour l'approuver. Les frères échangèrent un regard qui en disait plus que des mots. La justice avait commencé, et cette fois, elle portait son nom. Le soleil venait à peine de se lever lorsque la détective Ruiz retourna à l'hôpital. Ses pas résonnaient doucement dans le couloir, un dossier serré sous le bras. Lorsqu'elle entra dans la chambre d'Evelyne, les frères étaient déjà réveillés, debout près de la fenêtre, un gobelet de café à la main. Evelyne était assise, le teint plus vif que la veille. « J'ai apporté quelque chose », dit la détective en posant le dossier sur le plateau près du lit. « Il est temps que vous voyiez ce que nous avons trouvé. » Evelyne regarda le dossier, une hésitation dans les yeux. « C'est à propos de lui ?»« Oui, » répondit Ruiz. « Et c'est bien plus que ce qui s'est passé au gala, beaucoup plus. » Le frère aîné croisa les bras. « À quel point beaucoup plus ?» La détective ouvrit le dossier. Des photographies, des captures d'écran et des courriels imprimés se répandirent sur la table. Nous avons la preuve de coercition financière, de plusieurs comptes ouverts à votre nom, et des messages montrant des années d'abus émotionnels et physiques. Il a essayé de contrôler chaque aspect de votre vie. Evelyne baissa les yeux vers les images. Son propre visage la fixait sur certaines d'entre elles, avec de vieilles ecchymoses à peine visibles sous le maquillage. Elle toucha doucement une photo, traçant du doigt le coin de sa lèvre où une marque avait autrefois existé. « Je me souviens de ce jour-là », murmura-t-elle. « Il a dit que c'était ma faute s'il s'était mis en colère. » La voix du plus jeune frère trembla sous la colère contenue. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?»« Je pensais pouvoir le changer, » répondit-elle calmement. « Je croyais que l'amour suffisait. » Ruiz secoua la tête. Les agresseurs comptent toujours sur le silence. Mais ce silence vient de se briser. Elle sortit une autre liasse de papier. Voici les relevés bancaires. Il a transféré de l'argent de votre association caritative commune vers un compte privé. Ce même fonds a servi à financer le gala où il vous a attaqué. Le frère aîné s'approcha, parcourant les documents du regard. Donc il la volait aussi. Elle et les donateurs, précisa Ruiz. Nous avons également la déclaration de son assistante. Elle affirme qu'il lui a ordonné d'effacer des vidéos d'autres incidents. L'un d'eux s'est produit dans un club privé il y a 3 mois. Lena, les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent. Il les avait filmés aussi? Les systèmes de sécurité enregistrent tout, dit Ruiz. Il l'a oublié. La détective fit glisser une tablette sur la table. Un extrait vidéo se mit à tourner sans son. Daniel se tenait dans un salon privé, criant sur Evelyne. Il lui serrait le poignet si fort qu'il laissait des marques. Elle essayait de se dégager,
La vidéo s'arrêta brusquement, mais c'était suffisant. Evelyne porta la main à sa bouche, tremblante. Il disait qu'il était juste stressé. Il disait toujours ça. Le plus jeune frère posa doucement sa main sur son épaule. « Tu n'as plus besoin de te justifier. » La détective poursuivit. « Nous interrogeons aussi une ancienne employée de maison. Elle a des photos d'objets cassés, de serviettes tachées de sang et des enregistrements audio de disputes. Il lui avait payé le silence. Cette fois, elle a refusé. » Evelyne fixa le sol. Il a construit sa vie sur le mensonge. Tous ses discours sur la réussite, toutes ses œuvres caritatives, tout reposait sur le contrôle. Le frère aîné regarda Ruiz. « Et maintenant, que va-t-il se passer ?»« Le procureur étend les charges, » répondit Ruiz. « Il ne s'agit plus seulement d'agression. Il y aura fraude et falsification de preuves. Le schéma prouve la préméditation. » Evelyne s'adossa au lit, respirant lentement. « Il a toujours pensé que personne ne me croirait. » Ruiz soutint son regard. « Maintenant, on vous croit. Le monde a vu la vérité, et ce n'est que le début. » La détective rassembla ses papiers et se leva. « Reposez-vous. Vous aurez besoin de force pour le témoignage. » Lorsqu'elle sortit, la chambre retrouva son calme. La lumière du matin baignait tout d'un or doux et révélateur. Le frère aîné se tourna vers Evelyne. Il a mis des années à créer ce désastre. Mais regarde-toi, tu es encore là. Elle sourit légèrement. Il m'a appris à survivre, même si ce n'était pas son intention. Le plus jeune fit défiler à nouveau les images sur la tablette. Les gens doivent voir ce schéma. Le monde pense que c'était une seule nuit. Ils ignorent tout de ce qui est venu avant. La voix d'Evelyne se raffermit. Alors on leur montrera chaque blessure, chaque message, chaque mensonge. Plus tard dans la journée, son avocat arriva avec une petite équipe. Ils étalèrent des documents sur la table, le bruissement du papier emplissant la pièce. « Voici les pièces à conviction pour le tribunal », expliqua l'avocat. « Nous allons tout réunir dans une chronologie unique. C'est largement suffisant pour prouver un schéma répété de violence. » Evelyne signa chaque page, son écriture ferme et assurée. « Je veux que la vérité vive à la lumière du jour, dit-elle. Il s'est trop longtemps caché dans l'ombre. » Ses frères échangèrent un regard de fierté. La femme devant eux ne ressemblait plus à la victime transportée sur une civière. Elle ressemblait à quelqu'un qui reprenait possession de son nom. Dans l'après-midi, le premier article apparut en ligne. Exclusif, des années de violence cachées derrière le mariage Kerr. Des photos accompagnaient l'article, avec capture d'écran, documents et témoignages. Chaque pièce s'emboîtait pour former un tableau dévastateur. Les réseaux sociaux explosèrent de colère et de compassion. Le mot-clic, justice pour Evelyne, grimpa en tête des tendances. Au Penthouse, Daniel regardait les reportages défiler. La lumière du téléviseur se reflétait sur le verre du whisky qu'il n'avait pas touché. Son téléphone vibrait sans arrêt, rempli de messages de sa publiciste et de son avocat, tous disant la même chose. « Arrête de parler, arrête de nier, c'est fini. » Il fixa l'écran, où son propre sourire apparaissait à côté du titre, un schéma de pouvoir et de violence. Sa main trembla en attrapant la télécommande. Le verre tomba et se brisa sur le sol, répandant une flaque ambrée sur le marbre. À l'hôpital, Evelyne resta silencieuse, parcourant les articles sur son téléphone. Elle lut chaque mot attentivement, non pas avec tristesse, mais avec détermination. « Il a bâti son empire sur la peur », dit-elle doucement. « Et maintenant, il s'effondre, vérité après vérité. » Son frère aîné la regarda et sourit. « C'est toi qui as fait ça, Laïs ?» Elle tourna les yeux vers la fenêtre, où la lumière du soleil s'intensifiait. « Non, dit-elle, c'est la vérité. » Le moniteur cardiaque à côté d'elle bipait régulièrement, comme une chanson discrète de survie. Dans le coin de la pièce, le dossier de preuves restait ouvert, chaque page scintillant sous la lumière. Les preuves étaient là, pour quiconque aurait le courage de regarder. 2 semaines après sa sortie de l'hôpital, Evelyne se tenait près de la fenêtre de son nouvel appartement, regardant la lumière du soleil se répandre sur le parquet. La ville à l'extérieur était à nouveau pleine de vie, mais pour la première fois, elle ne ressentait plus de peur face à son bruit. Le bourdonnement de la circulation lui semblait moins être du chaos que la promesse d'un possible renouveau.
Les ecchymoses avaient disparu, ne laissant que de légères traces, de doux rappels d'une vie qu'elle ne vivait plus. Ses frères avaient trouvé cet appartement pour elle, niché dans un immeuble calme près du parc. Les murs sentaient encore la peinture fraîche et les débuts nouveaux. Un bouquet de lys reposait sur la table, à côté d'une échographie encadrée. Les battements de cœur du bébé étaient devenus le rythme de ses journées, réguliers et rassurants. Le frère aîné arriva le premier, portant une petite boîte. « Du courrier pour toi », dit-il en la posant sur le comptoir. Evelyne l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, 2 clés, une lettre et une courte note de son avocat. « La maison et la voiture sont désormais à votre nom. Sa signature est annulée. » Elle esquissa un sourire. « C'est étrange. Tout ce qu'il contrôlait autrefois me semble plus léger, comme si ça ne lui avait jamais vraiment appartenu. » Son frère hocha la tête. « Ça n'a jamais été le cas. » Elle posa une des clés sur la table et referma la boîte. « Je n'ai pas besoin de la maison, je veux repartir à zéro. » Le plus jeune entra quelques minutes plus tard, les bras chargés de courses. « Tu parles comme maman quand elle disait qu'il fallait brûler le vieux champ pour planter de nouveaux jardins. » Evelyne rit doucement. « Peu, être que je le ferai. » Ils rangèrent les provisions ensemble, dans un silence apaisant. L'appartement s'emplit de sons simples, le froissement des sacs, le tintement des verres, le léger ronronnement du réfrigérateur. La vie était redevenue ordinaire, et cela paraissait extraordinaire. Cet après-midi-là, Evelyne eut une séance en visioconférence avec sa thérapeute, le docteur Hayes. Sa voix calme résonnait dans la pièce. « Vous avez fait des progrès remarquables, dit-elle. Que ressentez-vous quand vous pensez à lui maintenant ?» Evelyne réfléchit un instant. Moins de colère, plus de lucidité. Avant, je le voyais comme quelqu'un de plus grand que nature. Maintenant, je vois ce qu'il était vraiment, petit, inquiet, effrayé de perdre le contrôle. « C'est une évolution saine, » répondit le docteur Hayes. « Guérir, ce n'est pas oublier, c'est comprendre. » Evelyne acquiesça lentement. « J'apprends à ne plus m'excuser d'avoir survécu. » Après la séance, elle marcha dans l'appartement, observant la lumière dorée qui peignait les murs. Sur la table basse reposait son carnet. Elle l'ouvrit à une page blanche et se mit à écrire. Les mots vinrent naturellement. « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Son téléphone vibra. Un message d'une fondation pour femmes qu'elle soutenait autrefois. On l'invitait à parler lors d'un forum sur la résilience et la reconstruction. Elle hésita un instant, relut l'invitation, puis sourit. « Oui, » murmura-t-elle, « je le ferai. Hier. » Les jours suivants, son histoire refit surface, mais cette fois sous un autre angle. Ce n'était plus une tragédie, c'était une transformation. Les titres changèrent de ton. Evelyne Kerr lance un réseau de soutien pour les survivantes. Les interviews saluaient son courage et sa sérénité. Le monde qui autrefois la plaignait, la regardait désormais avec respect. Pendant ce temps, Daniel faisait face à sa chute. La Cour rejeta sa demande de libération sous caution. Le conseil d'administration de son entreprise le destitua. Ses comptes furent gelés. Les journaux le montraient entrant seul au tribunal, l'homme qui autrefois dominait les salles fuyant désormais les caméras. Evelyne regarda brièvement un reportage, puis éteignit la télévision. « C'est son histoire maintenant, » dit-elle doucement. « La mienne est différente. » Ses frères continuaient de lui rendre visite. Un soir, ils apportèrent le dîner et s'installèrent sur le balcon, surplombant le parc. L'air sentait la pluie. « Tu veux vraiment retravailler » demanda le plus jeune. « Oui » répondit-elle, « mais pas à l'ancien poste. Je veux créer quelque chose à moi, être un centre d'aide juridique pour les femmes, un endroit pour les soutenir avant qu'elles n'arrivent au point où j'en suis passé. » Le frère aîné sourit. « Ça te ressemble tellement. Je veux juste construire quelque chose d'honnête, » dit-elle. Quelque chose qui ne se cache pas derrière l'argent ou le pouvoir. Le vent fit bruire les arbres du parc. Au loin, des enfants riaient. Ce son emplit son cœur de chaleur. Plus tard, dans la soirée, après le départ de ses frères, Evelyne resta près de la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient comme un discret applaudissement. Elle posa une main sur son ventre et sentit le bébé bouger. « On va bien, » murmura-t-elle. « On est libre. Yusa. »
Sur la table, un petit médaillon d'argent brillait sous la lampe. À l'intérieur, une photo ancienne la montrait souriante aux côtés de Daniel. Elle la regarda longuement, puis referma doucement le bijou et le rangea dans un tiroir, non pas détruit, simplement mis de côté. Certaines choses devaient reposer, non hantées. Le lendemain matin, elle se leva tôt et traversa le parc. L'air était frais, chargé du parfum de l'herbe mouillée. Une femme poussant une poussette lui sourit. Evelyne répondit à son sourire. Pour la première fois depuis des mois, ses pas lui semblaient légers. Chacun l'éloignait un peu plus de la peur et la rapprochait de la vie qu'elle avait choisie. De retour chez elle, elle fit infuser du thé et regarda le soleil se lever sur la ville. Son téléphone afficha un rappel pour le forum du soir. Elle choisit une robe simple, rien d'éclatant, juste quelque chose dans lequel elle se sentait elle-même. Avant de partir, elle se regarda dans le miroir. Le reflet devant elle n'était plus brisé, il était stable, entier. « To let's fight », murmura-t-elle. La voix qui répondit n'était plus dans sa tête. C'était la sienne, claire et assurée. Lorsqu'elle sortit, la ville vibrait sous ses pas, pleine de bruit et de promesses. Le monde avait changé, mais elle aussi. Et pour la première fois, ils semblaient prêts à avancer ensemble. L'auditorium était rempli à pleine capacité. Les rangées de sièges s'incurvaient vers la scène, où une lumière ambrée diffusait une lueur douce sur le podium. Les banderoles derrière affichaient les mots « Voice for Change » en lettres blanches simples. Les journalistes occupaient les allées, leurs caméras bourdonnant discrètement. L'air portait cette tension électrique qui précède les moments importants. Dans les coulisses, Evelyne se tenait devant un miroir, les mains posées fermement sur le bord de la table. Le reflet qui la regardait était calme. Elle portait une robe ivoire simple, à la fois sobre et élégante. Autour de son cou pendait un petit médaillon, le même qu'elle avait jadis caché. À l'intérieur, il n'y avait plus une vieille photo, mais l'échographie de son enfant. Une bénévole écarta légèrement le rideau. « Ils sont prêts pour vous », murmura-t-elle. Evelyne prit une profonde inspiration. « Moi aussi ». Lorsqu'elle monta sur scène, les applaudissements commencèrent doucement, puis grandirent jusqu'à remplir toute la salle. Elle cligna des yeux sous la lumière vive et sourit, non par orgueil, mais par gratitude. Lorsque le silence revint, elle commença à parler. « Merci », dit-elle simplement. « Merci d'écouter, merci d'être là, merci de croire que le silence ne doit jamais être confondu avec la paix. » Lou. Sa voix résonna dans la salle, claire et assurée. Il y a quelques mois, je croyais que mon histoire était terminée. Je pensais que survivre suffisait. Mais la survie n'est que la première étape. Le vrai travail commence quand on choisit de vivre à nouveau avec un but. Elle marqua une pause, balayant la foule du regard. Au premier rang, ses frères la regardaient avec fierté. Près d'eux, des femmes se tenaient la main, des hommes acquiesçaient en silence. Même les journalistes semblaient oublier leur carnet pour un instant. « Je ne suis pas ici pour revivre la douleur », reprit-elle. « Je suis ici pour honorer ce qui est venu après. J'ai longtemps cru que la force consistait à se taire. Aujourd'hui, je sais que la force, c'est parler, même quand la voix tremble, surtout dans ces moments-là. » Un murmure d'approbation parcourut le public. Evelyne attendit qu'il s'apaise avant de continuer. Il y a des femmes dans cette salle, et peu être devant leur écran, qui croient que personne ne les croira jamais. Je veux qu'elles sachent qu'une personne les croira. Moi, nous, le monde change. Une voix à la fois. Vous n'êtes pas seul. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, sincères et dépouillés. Les caméras se rapprochèrent. Elle ne broncha pas. Quand je repense au passé, je ne vois pas la nuit où je suis tombé. Je vois le matin où je me suis relevé. Je vois les gens qui m'ont rattrapé quand je ne savais plus comment me rattraper moi-même. Je vois les médecins, les policiers, les inconnus qui ont envoyé des messages d'espoir. Et je vois mes frères qui ont transformé la colère en protection et rendu la justice possible. Des applaudissements éclatèrent à nouveau. Evelyne sourit et attendit qu'ils s'estompent. « Ce n'est plus une question de punition, » dit-elle doucement. « C'est une question de vérité. C'est une question de protection, pour que d'autres n'aient jamais à commencer leur histoire comme la mienne. » Elle leva les yeux vers le fond de la salle, où une équipe de tournage diffusait l'événement en direct. « Si vous regardez ceci et que vous avez peur,
Écoutez-moi attentivement. Il existe de l'aide. Il existe des personnes qui vous croiront. Vous pouvez tendre la main dès maintenant. Vous pouvez appeler la ligne nationale contre la violence domestique au 1-807 99 SAF. Vous pouvez entrer dans n'importe quel hôpital, n'importe quel commissariat et demander protection. Vous méritez d'être sauvé. Le public se leva lentement, un à un, jusqu'à ce que toute la salle soit debout. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient doucement, par respect plus que par enthousiasme. Evelyne posa une main sur son ventre, sentant le bébé bouger sous sa paume. Cet enfant grandira dans un monde qui sait ce que la vérité signifie. C'est ce qui me fait avancer. Elle baissa les yeux un instant, la voix plus douce. Il y a une phrase que j'ai écrite pendant ma guérison. Je la garde toujours avec moi. Elle dit « Parfois, l'épreuve ne condamne pas, elle libère ». La salle resta silencieuse. La phrase résonna, douce et définitive. Evelyne referma son carnet et s'éloigna du micro. Les applaudissements reprirent, puissants et prolongés. Les flashs crépitèrent comme des étoiles. Elle sourit une dernière fois, puis se tourna vers le côté de la scène où ses frères l'attendaient. Dans les coulisses, le bruit se transforma en un bourdonnement lointain. Une bénévole s'approcha et lui tendit une petite enveloppe. « Quelqu'un vous a laissé ceci, » dit-elle. Evelyne l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un mot rédigé d'une écriture soignée. « Merci d'avoir survécu. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de partir. Aucun nom, aucune adresse. Juste ces mots. » Elle serra le billet contre son cœur et souffla. « Voilà pourquoi on raconte l'histoire, » murmura-t-elle. Dehors, la nuit était tombée. Les réverbères s'allumaient un à un. Elle sortit, la ville vibrant autour d'elle. La pluie s'était arrêtée, laissant le pavé luire sous les phares des voitures. Ses frères marchaient à ses côtés, silencieux mais proches. Pour la première fois, le monde ne ressemblait plus à un champ de bataille. Il ressemblait à une promesse. Evelyne s'arrêta au bord du trottoir et leva les yeux vers le ciel. Une seule étoile brillait entre les nuages. Elle sourit, une prière silencieuse naissant dans son cœur. « Nous sommes en sécurité maintenant, » murmura-t-elle. « Enfin, en sécurité. » Elle se remit à marcher, d'un pas lent mais assuré. Les caméras la suivirent à distance respectueuse, leur lumière s'estompant tandis qu'elle disparaissait dans le battement du cœur de la ville. Le dernier plan resta sur la scène vide où ces mots semblaient encore flotter. Sur l'écran derrière elle, le numéro d'aide demeurait allumé en lettres blanches. En dessous, un message apparut. « Vous n'êtes pas seul. Parlez, demandez de l'aide, vivez. » Puis les lumières s'éteignirent.